dernier expert, le professeur Christian Kreiss. Il est professeur d'économie. Christian, il y a peut-être une autre façon de résoudre ce problème. Je pense que vous avez une autre vision de ces choses. So now I switched on my microphone. I'm very glad to Je viens d'allumer mon micro. Je suis vraiment très heureux de pouvoir parler ici après ces 3 très bonnes et profondes présentations. Je ne sais presque plus quoi dire, mais c'est une très bonne base pour ce que je souhaite évoquer. to speak about. So let me try whether it works. Okay, I try to put it in around. Je vais essayer de le faire en 20, peut-être 30 minutes. Je vais à nouveau reprendre un peu le contexte, mais en me concentrant sur l'inégalité et l'augmentation de la charge de la dette. Ce qui a déjà été mentionné plusieurs fois, le rôle du Covid. Ensuite, je changerai un peu et j'essaierai de me pencher sur le contexte réel, à mon avis. Et bien sûr, à la fin, je présente quelques solutions possibles. Donc, ce que nous avons vu au cours des 40 dernières années, plus ou moins au début, Patrick l'a mentionné dans les années 70, c'est qu'il y a un changement. Et vous pouvez voir ce changement. Ce simple graphique ici montre que la productivité des travailleurs a augmenté plus ou moins au même rythme que leur rémunération horaire. Mais dans les années 70, il y a eu un changement. La productivité a continué à croître, mais la rémunération horaire, donc le fossé entre l'offre et la demande, et l'inégalité a énormément augmenté. C'est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est aussi en Europe et dans la plupart des pays industrialisés. Et juste un indice, si la rémunération des travailleurs avait progressé au même rythme que la productivité aujourd'hui, le salaire minimum serait de 26 $ au lieu de 7,25 $. Nous ne parlons donc pas de cacahuètes, mais de véritables sommes d'argent énormes. Cette augmentation de l'inégalité a conduit à des investissements croissants, a conduit à une augmentation de la croissance parce que tout cet argent, qui est allé à la tranche supérieure de 5% de la population, a dû être réinvesti. Il est allé à la finance, aux banques, aux compagnies d'assurance et a conduit à une croissance assez importante. Nous pouvons voir les données du Bureau du recensement des États-Unis au cours des 40 dernières années. Jusqu'à peu avant le Covid, nous voyons une croissance du PIB par habitant de 86% en termes réels. Mais le revenu médian dans le même laps de temps n'a augmenté que de 18%. Donc, le revenu médian n'a pas augmenté au même rythme que la production de masse. Nous avions donc un fossé entre l'offre et la demande. Lorsque j'ai lu ces chiffres pour la première fois, j'ai failli ne pas y croire. Mais que s'est-il passé pour que toutes ces autres personnes puissent financer ces belles voitures neuves, ces beaux téléphones portables, etc. La réponse est là, comme nous l'avons déjà entendu par Bjorn par exemple. Nous avons donc vu se dérouler une énorme croissance financière par la dette. Par exemple, la dette réelle des ménages dans les pays occidentaux a été multipliée par 6 fois entre 1980 et 2010. Mais c'est un rythme qui ne peut pas continuer comme ça. Et si l'on prend le problème dans l'autre sens, si l'on met tous les revenus de masse des gens pour acheter des biens et des services réels, donc si l'on multiplie l'augmentation des revenus médians par le PIB américain par habitant, on obtient 0,63. Ce qui pour moi a été à nouveau un choc, car cela signifie que pour fournir tous les biens et services nécessaires, nous pourrions fermer une entreprise sur 3, un hôtel sur 3, un restaurant sur 3, etc. Parce que le revenu moyen de masse n'a tout simplement pas suivi le rythme. Et c'est la raison même, à mon avis, de la crise financière et de la crise juste avant le Covid. Donc, ce niveau d'endettement croissant, nous avons pu le retracer.
Nous l'avons déjà mentionné. Et Leslie aussi l'a mentionné. La dette totale ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Cette dette totale, en pourcentage du PIB, il y a 40-50 ans. Pour 1 dollar de PIB, nous avions 1 dollar de dette. Aujourd'hui, nous avons 2,5 dollars de dette pour 1 dollar de PIB. Et ici, au début de la première crise financière, nous avions 195% de dette, donc près de 2 dollars de dette pour 1 dollar de PIB, ce qui est trop élevé et a provoqué la crise financière. Et le remède à cette dette, qui était trop élevée, était plus de dette. Ce n'est pas une fake news, c'est vraiment le remède. C'était plus de dette. Ce que nous pouvons voir ici, c'est un énorme bond de la dette en 2020. En pourcentage de PIB, si vous ajoutez le secteur financier, vous arrivez à environ 360%. Donc chaque dollar de PIB correspond aujourd'hui à 3,6 dollars de dette. Et vous ne pourrez jamais rembourser cette dette. Patrick, Leslie et Bjorn l'ont déjà évoqué. Et si vous regardez la qualité de la dette, elle a également baissé. Ici, nous avons un graphique qui montre la dette notée triple B et la dette en haut rendement du marché américain uniquement. Donc, les créances douteuses en dessous de la notation ont beaucoup augmenté. Ce qui pour moi, en tant qu'ancien banquier d'affaires, j'ai été banquier d'affaires pendant 7 ans avant d'entrer dans le monde universitaire, et d'un point de vue financier, d'un point de vue de banquier, ça ne se présente pas très bien. Comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas seulement la dette qui a explosé, mais c'est aussi les banques centrales. Nous sentons le bilan de la banque centrale de la Fed américaine. Il était environ 0,8 trillion avant la première crise financière. Et maintenant, il est passé à 9 trillions. Donc, l'argent de la banque centrale, l'assouplissement quantitatif, l'impression d'argent frais est multiplié par 11 si vous mettez tout cela en mode crise. Et la même chose s'applique à la BCE. Vous voyez, la banque centrale, l'argent fraîchement imprimé a été multiplié par près de 10 en l'espace de 15 à 17 ans. Donc, ce qui est à noter, beaucoup de chèques ont été émis sur le futur, surtout pendant le Covid. Et j'en viendrai au Covid dans quelques minutes. Nous avons besoin d'une manière ou d'une autre d'avoir une scission avec l'argent ou la dette. C'est impossible de la rembourser. Et il y a au moins 6 ou 7 solutions. Mais je pense que les 3 plus probables sont, soit nous verrons l'inflation comme les États-Unis ont fait en 1948 jusqu'à 1950, quand les prix ont juste augmenté et la dette a été dégonflée, également une crise financière, une dépression et peut-être une déflation, ou la guerre peut être aussi être une solution. Bien sûr, parce que nous avons un énorme fossé entre l'offre et la demande, et vous pouvez aussi fermer le fossé par de simples processus de destruction, comme en 1945 avec Hiroshima, Nagasaki et l'Europe centrale. Cela amène à une diminution de la production pour rattraper le retard et combler le fossé. Alors, laquelle de ces solutions pourrait arriver? Maintenant, quel est le rôle du Covid dans cette structure? Ce que je vous ai dit maintenant était plus ou moins la solution jusqu'au Covid. Si vous regardez un peu l'histoire, en 1970, nous avons eu une grosse crise financière et presque personne n'en sait rien. J'ai étudié l'histoire économique. Ma connexion à Internet saute, on dirait. Est-ce que ça marche? Nous pouvons toujours vous entendre et vous voir. Ok, si vous regardez en arrière, si vous regardez la crise de 1907, John Pierpont Morgan possédait alors 141 banques et un énorme complexe sidérurgique. Il était l'un des hommes les plus riches du monde avec Rockefeller. Il a provoqué cette crise financière mondiale en n'engageant pas ses prêts. Le 22 août, un énorme effondrement s'en est suivi jusqu'en octobre. Il s'est ainsi débarrassé de ses plus importants concurrents. Donc c'était la plus grosse affaire de sa vie. À mon avis, ça a juste augmenté énormément sa richesse. Quel est le message? Vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent pendant les dépressions et même pendant la guerre qu'en temps de paix.
Donc, s'il y a toujours des gens qui profitent des crises, si l'on regarde la situation depuis que le Covid est arrivé chez nous, chaque jour de confinement a rapporté des milliards de bénéfices aux grandes entreprises, aux grands milliardaires derrière elles, aux grands acteurs qui sont comme eux, comme JP Morgan, qui élimine ses concurrents. Ce sont les petites et moyennes entreprises comme certains des exemples les plus célèbres. Amazon a éliminé les magasins de détail. Oui, il y a plus de magasins qui ferment et Amazon et Jeff Bezos deviennent de plus en plus riches. Mais comment arriver à ce que le gouvernement introduise réellement des confinements? Eh bien, vous avez juste à générer systématiquement la peur de la mort et de la maladie. C'est exactement ce qui s'est passé parce que les médias, comme Leslie l'a dit, sont entre les mains de quelques familles milliardaires. La structure des propriétés des médias est très concentrée. Soit les médias sont entre les mains de quelques très gros investisseurs ou familles, soit ils sont contrôlés par le gouvernement. Et ils sont tous intéressés à générer la peur et la crainte de la mort et de la maladie. C'est comme ça que ça marche. Dans ces situations de crise, l'argent est roi, et les grandes entreprises ainsi que les grands acteurs à savoir à ce sujet. L'année dernière, les 3000 plus grandes entreprises du monde ont augmenté leur trésorerie de près d'un tiers. Ça a explosé et les histoires d'un point de vue purement financier, elles étaient simples. Vous avez d'énormes réserves de liquidité. Les petites et moyennes entreprises n'en ont pas. Vous attendez qu'elles fassent faillite et elles sont à vous. Soit vous payez une très petite somme, soit vous les obtenez gratuitement. Vous obtenez leur délocalisation parce qu'elles sont juste en faillite. Notre cher Klaus Schwab a dit exactement cela dans son livre. En France, au Royaume-Uni, plusieurs voix de l'industrie estiment que jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au confinement et aux mesures de distanciation sociale qui s'ensuivent. Les grandes chaînes et les géants de la restauration rapide le feront bien sûr. Ils ont d'énormes réserves de liquidités. Ils connaissent cette histoire. Ils connaissent peut-être le mode d'emploi. C'est exactement le résultat qu'ils seraient conçus aujourd'hui et que la richesse des milliardaires américains a été élevée pendant la pandémie de 2,1 000 milliards, soit 70% d'augmentation. C'est une augmentation énorme. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, la part des personnes les plus riches des États-Unis est plus élevée que jamais, même plus élevée que les types de Rockefeller et JP Morgan. Donc, ce que nous voyons, c'est une énorme augmentation du pouvoir financier. La pyramide devient beaucoup plus pointue. Maintenant, je pense que nous avons plusieurs possibilités pour surmonter cette charge de la dette qui est trop élevée. Soit il s'agit de l'inflation, mais si vous vous demandez comment les très petites entreprises milliardaires pourraient obtenir les plus gros profits pour obtenir le meilleur rendement, il faut vraiment se débarrasser de tous ces petites et moyennes entreprises et récupérer toute leur part de marché ou faire la guerre. Pour autant que je sache, DuPont, la grande société chimique américaine, a multiplié ses profits par 60 pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils font toujours d'énormes profits en temps de guerre. Donc je me demande, quelle est la motivation? Quel est l'intérêt? Quelle est la motivation pour les gens vraiment très riches? Ils n'ont pas une si grande motivation pour l'inflation. Mais la meilleure chose pour faire des profits vraiment énormes est soit une profonde crise financière, une dépression ou une guerre. Le pouvoir financier se traduit toujours par un pouvoir politique qui permet d'influencer la communauté scientifique, comme l'a très bien montré Leslie. Je ne pense pas avoir besoin de parler de ça. Vous savez, il y a un pouvoir d'élite plus ou moins corrompu. Ça, je pense que ces photos ont été prises bien avant que M. Trump ne devienne président.
Cette fois, c'est ton tour. La prochaine fois, ce sera le mien. Peu importe qui est le président en réalité. Ce qu'il y a derrière et qui est pour moi nouveau, je veux vous donner une explication plutôt spirituelle, basée sur la vision anthroposophique de Rudolf Steiner, qui, à mon avis, est la meilleure explication. Du moins, c'est ce que je pense. Rudolf Steiner a dit, il y a plus de 100 ans, que l'aristocratie devait être restaurée, rétablie. C'est l'objectif politique. Vous utilisez le vocable de la révolution, de la démocratie. Vous utilisez ce masque pour atteindre autant de pouvoir que possible. Et comment le faire? Un capital privé d'un petit groupe d'oligarques. Mais il a dit cela il y a presque 100 ans, et je pense que c'est très actuel. Ça continue et ça va un peu plus loin. Le moyen le plus efficace aujourd'hui pour étendre le pouvoir sur autant de personnes que possible, c'est le moyen économique. La subordination économique, par exemple, si vous devez chercher un emploi ou si vous avez une dette élevée, mais ce n'est que le moyen. La fin visée, en réalité, est quelque chose de complètement différent. Il s'agit du libre arbitre. C'est la véritable cible qui doit être éliminée. Le véritable objectif est de transformer la société dans laquelle la liberté était possible en une société d'esclavage. Patrick a parlé de choses tout simplement diaboliques, de la dignité de l'homme, qui était très maltraité. Leslie a parlé de l'aspect délibéré de ces choses inconcevables qui se déroulent, et je veux creuser un peu plus loin dans ce domaine. Il y a différents outils. L'adversaire, maintenant, cela devient assez spirituel. Ces princes illégitimes peuvent choisir par exemple la faim et le chaos social, ou alors le pouvoir physique. La pression, la contrainte sont utilisées pour remplacer le libre arbitre de l'humanité, ou simplement la loi martiale. Si vous introduisez la loi martiale, si vous créez le chaos, si vous créez la faim et la peur, alors votre liberté sera réduite à presque rien, comme nous l'avons cruellement appris en Allemagne de 1933 à 1945. Donc, selon ma conviction, cela va bien plus loin que les intérêts financiers. Le but que Steiner a déclaré en 1919, c'est ce choix très important auquel l'homme est confronté aujourd'hui, de redevenir comme un animal, de devenir plus animal que n'importe quel animal. C'est exactement ce que Méphisto essaie de réaliser et d'essayer d'absorber, de prendre notre spiritualité. Je pense qu'au fond, c'est une bataille, un combat entre le matérialisme et la spiritualité. Si vous pratiquez la voie spirituelle, vous savez que la connaissance saine ne peut provenir que d'êtres humains sains. Selon le dicton latin, mens sana in corpore sano. Mais si vous le retournez, si vous regardez les 2 dernières années avec les mesures Covid, c'est exactement le contraire. Des masques, des écoliers qui courent partout avec des masques même quand ils font de l'exercice. Pas d'exercice, rester à l'intérieur, ne pas douter de l'inoculation. Toutes ces mesures Covid nous rendent malades. Et à mes yeux, sont destinées à nous rendre malades. Si le corps n'est plus sain, il est plus difficile d'atteindre une connaissance saine. Si l'on retourne le dicton latin, mens sana in corpore sano. Si le corps n'est plus sain, vous coupez les gens de leur dimension spirituelle, divine, religieuse. Et je pense que c'est parce qu'il y a des forces derrière. Et juste 2 petites explications. Quelques exemples. Méphisto, chez Goethe, dans Faust, le tragique Faust, dit à un moment donné, ils appellent ça la raison,
et ça ne sert qu'à être plus animal que n'importe quel animal. Donc, on utilise notre intelligence pour devenir encore plus animal que l'animal. Il y a des bons exemples à mes yeux. Par exemple, le porno, le trafic de porno. Je pense que nous venons de vous perdre. Christiane, je pense que nous vous avons perdu. Vous pouvez essayer de vous reconnecter. Cela devrait résoudre le problème. Voyons s'il peut se reconnecter pour pouvoir finir sa présentation, parce que je crois qu'il a une vision un peu différente pour nous. J'espère que ce n'est pas le scénario de la guerre. Je vais vérifier avec Corvin, parce qu'il est probablement en contact avec lui. Corvin nous dit qu'il doit se reconnecter. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous allons donc devoir attendre quelques secondes. En attendant, qu'en pensez-vous, Leslie? Quelle est l'issue la plus plausible? Pensez-vous vraiment que ça va être la guerre? C'est ce que la clique de Davos va choisir? Y a-t-il une autre issue pour nous? Nous réalisons tous que s'il n'y en a pas, l'effondrement est inévitable. Pouvons-nous faire quelque chose pour l'endiguer? Pouvons-nous être assez rapides pour créer nos propres sociétés parallèles, notre propre monnaie régionale, par exemple? Ou ne pourrons-nous pas le faire assez rapidement? Personnellement, je vois cela comme... Les gens me disent tout le temps, « Oh mon Dieu, le Covid s'en va, c'est terminé. » Je réponds, « Non, 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 ce n'est pas fini, c'est loin d'être fini. » Parce qu'ils n'ont pas encore réalisé leur programme, n'est-ce pas? Il n'a jamais été question de santé publique, et l'agenda est toujours en cours d'élaboration. Je suis quelqu'un qui s'appelle Martin Armstrong. Je pense que c'est l'une des personnes les plus brillantes en vie aujourd'hui. Il a un modèle sur toutes sortes de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais son modèle prédit qu'il y aura environ une décennie de conflits. Pour moi, il semble que c'est le résultat le plus probable. Parce que, vous savez, regardez ce que Trudeau fait. Les camionneurs ont fait savoir très clairement ce qu'ils revendiquent. Cela fait plus de 3 semaines, et il ne recule pas. Et il ne veut pas leur parler. Il a maintenant gelé leurs actifs. Il fait toutes ces choses. Ces gens sont diaboliques. Quand Patrick parlait, il a dit tellement de fois ces choses que j'avais envie de dire « Oui, le mot est maléfique. Oui, ces gens sont diaboliques. Et ils ne vont pas abandonner sans se battre. » Donc je pense que l'humanité a cette immense opportunité devant elle. La question est de savoir comment elle la saisira. J'espère simplement que de plus en plus de gens se réveilleront et exigeront la liberté et que nous demanderons des comptes à ces gens. Donc, je pense que ça va être une route très rocailleuse, personnellement, pour un certain nombre d'années. Ce qui se passe politiquement et financièrement, même pendant les guerres, pensez à quand la France a été occupée par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont continué à vivre. En fait, plus que pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont continué à vivre. Il y a toujours des économies de marché noir et des choses comme ça. Donc je pense qu'il est très probable qu'il y aura cet immense bouleversement. Mais ce n'est pas comme si nous allions vers les ténèbres. Comment nous en sortir?
Je pense que nous pouvons faire Je suis impliqué dans ma communauté alimentaire locale depuis plus de 15 ans. Je suis un praticien de la santé. Je suis un homéopathe. J'ai ma propre médecine. Comme nous l'avons toujours fait, nous avons construit ces choses dans nos propres communautés. Je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire, parce que je pense que c'est ce qui va nous aider à surmonter la tempête. Finalement, je pense qu'il y aura, vous savez, un jour où tout le monde devra rendre des comptes. La question est, combien de temps cela prendra-t-il ? Ce qui me surprend, c'est que tous ceux que nous avons interrogés en tant que témoins experts, à un moment ou à un autre, ont réalisé et nous ont dit qu'il se passe quelque chose de vraiment important. En dehors de toutes les statistiques, en dehors des chiffres, en dehors de nos efforts juridiques. Et c'est la spiritualité. Et tout d'un coup, nous avons un professeur d'économie qui va également dans cette direction. Il me semble donc, et hier aussi par exemple, lorsque nous avons interviewé 2 psychologues, Meredith Miller, elle aussi a dit que si les gens comprennent ce qui se passe et se soulèvent, une puissance supérieure viendra à notre secours. Maintenant, cela ressemble à quelque chose comme de la science-fiction, mais il semble que même les économistes sont d'accord sur ce point. Il y a quelque chose d'autre que le matérialisme. Il y a un lien spirituel entre nous tous. Est-ce quelque chose que... Êtes-vous d'accord avec l'idée que si nous nous soulevons, si nous comprenons ce qui se passe et que nous nous soulevons, il y a une autre puissance supérieure qui va venir à notre secours, qui va au moins nous aider? Eh bien, à 100%. Tout d'abord, je pense que ce que Christiane a dit est très juste. Rudolf Steiner a dit que des vaccins seraient utilisés pour détruire notre connexion avec l'esprit. Il a écrit cela il y a plus d'1 siècle. Je pense que c'est une chose très intéressante. Avez-vous déjà entendu parler de Yuval Noah Harari et vu le clip vidéo où il parle de vous tous, les gens qui pensent être des individus uniques, qui pensent qu'il y a une âme ou quelque chose en vous? C'est terminé. C'est ce qu'il dit. C'est terminé. On peut tous vous pirater. C'est fini. Votre idée d'être un individu humain à part entière, c'est fini. Je vous envoie le clip. Je pense que vous devriez le diffuser. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes au milieu d'une guerre spirituelle entre ceux qui croient que vous n'êtes rien d'autre qu'un sac d'os, et d'un côté, ceux qui croient que nous sommes tous des créations individuelles et uniques d'un pouvoir supérieur. Une manifestation de... Je dirais que nous sommes tous des êtres spirituels ayant une expérience physique. Je pense que c'est exactement ce qui se joue. Ces gens qui pensent qu'ils peuvent nous injecter avec des nanotechnologies et contrôler nos cerveaux et nous pirater et, vous savez, nous imposer l'IA et toutes ces choses, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc je crois à 100% qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que oui, il suffit de se tenir dans la vérité, de se battre pour ce qui est juste, pour notre liberté. Finalement, cela apportera plus de cette énergie et je crois que nous allons gagner. Permettez-moi d'intervenir. D'un point de vue économique, en ce moment, c'est mon sujet de conversation préféré. D'ailleurs, même si j'ai étudié la technocratie pendant de nombreuses années, je préférerais étudier l'économie. Le problème avec l'économie moderne dit que les outils que nous utilisons ne fonctionnent tout simplement plus. Ils sont très instables et ils ne produisent pas de résultats qui peuvent nous guider dans le futur. Eh bien, il y a une raison à cela. C'est parce que le capitalisme de l'économie de marché a été brisé. Mais nous sommes au sommet d'un super cycle en ce moment. C'est indéniable à mon avis. Quand vous voyez les graphiques comme certains de ceux qu'il vient de montrer, nous sommes au sommet d'un cycle où nous basculons dans une période non seulement de réduction démographique de l'humanité, et cela est aidé par le programme aujourd'hui, mais il y a déjà démographiquement un hiver devant nous parce que la population mondiale diminue. Cela met aussi en lumière le fait qu'économiquement, nous sommes sur le point de basculer dans le plus grand cycle déflationniste que le monde ait jamais connu. Quand vous explosez la dette, quand les entreprises font faillite, quand les gens font faillite, quand la valeur des biens baisse, peu importe, c'est la déflation. Certaines personnes confondent cela avec l'inflation. Mais même dans le cas de l'Allemagne des années 20, oui, les prix ont augmenté. Mais qu'est-il arrivé à cette monnaie? Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Non, il n'y en a pas.
Elle a été complètement décimée. C'était la déflation ultime quand elle a finalement éclaté. Nous entrons donc dans cette période de déflation en ce moment même où nous avons, vous savez, ce soi-disant Humpty Dumpty qui est assis sur le mur. Humpty Dumpty a donné une petite tape, vous savez, il les pousse du mur pour s'assurer que le capitalisme meurt, etc. Mais ce qui va se passer quand cela arrivera, si l'économie mondiale est réduite en cendres, ce qui va se passer à mon avis, c'est qu'il va y avoir une grande réinitialisation de l'humanité, une grande réinitialisation des relations. Vous vous souvenez des moments à New York où les lumières se sont éteintes? Tout le monde pensait « Oh non, ça va être l'anarchie, ils vont s'entretuer, il va y avoir... ça va être horrible ». Mais que s'est-il passé? Les gens sont sortis dans la rue, ils ont commencé à se parler, à s'embrasser. Ils ont réalisé que « Hey, je n'avais pas vu ton cousin depuis 6 ans ». Ils ont passé un merveilleux moment. C'était un merveilleux événement de réunification de l'humanité. Je peux imaginer que cela va se produire s'ils réduisent le monde ensemble. Et ils pensent que nous allons sortir dans les rues et dire « Oh, s'il vous plaît, aidez-nous, monsieur le technocrate ». Mais j'ai le sentiment que les gens se sont reconnectés profondément. Ils vont juste dire « Dégagez de ma vue, on ne veut plus de vous par ici ». Et ils vont les rejeter une fois pour toutes. Ça va être douloureux de bien des façons pour nous d'affronter ces difficultés économiques qui peuvent arriver. Mais je vais vous dire, il n'y a rien de plus important dans l'histoire du monde, la connexion d'humain à humain. C'est de ça qu'il s'agit, de famille à famille, d'humain à humain. Nous découvrons tous à la fin que nous sommes si semblables. Nous sommes tellement semblables. Au cours de ce processus, nous allons revenir à des choses qui signifiaient quelque chose pour les gens il y a des décennies et des siècles et qui ont été écartées de notre système actuel. C'est-à-dire, par exemple, vous savez, des choses comme la moralité, l'éthique, des choses comme la Bible. J'imagine qu'il va y avoir un retour en arrière et tirer toute la vérité de la Bible. Je pense qu'il va y avoir une grande résurgence, honnêtement, de la connexion humaine. Je pense que c'est potentiellement une très très bonne chose. Honnêtement, quand je regarde ça, j'ai dit, je ne veux pas aller là où je suis dans la rue, où les lumières sont éteintes et tout, ce genre de choses. Mais vous savez ce que cela pourrait être pour notre propre bien. Encore une fois, ça dépend de comment on le prend. Si je me souviens bien, 9 mois après ces pannes, il y a eu une augmentation des naissances. C'est un autre type de connexion qui semble toujours fonctionner. Tout à fait. Je voulais faire un commentaire à Rainer et Patrick. C'est très bien dit. Je pense que ce qui se passe, à cause du mal qui est tellement devant nos visages et qui est tellement apparent, c'est que nous devons nous réveiller. Quand il nous cause assez de douleur, quand il y a assez de douleur, nous devons changer ce qui s'est passé. Parce que continuer à faire la même chose va amener à obtenir le même résultat. Alors on commence à se réveiller. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe dans le monde entier. Nous ne pouvons plus ignorer le mal qui se passe ici. Et ils sont en minorité. Nous devons nous rappeler que nous sommes la majorité. Comme nous nous réveillons et que nous avons le regard de Dieu sur nous, je pense que c'est une opportunité incroyable pour notre planète entière pour évoluer. Ça va juste devoir atteindre la masse critique. Nous n'y sommes pas encore. Mais ce n'est pas si loin. L'une des choses à propos desquelles je voulais aussi mettre en garde les gens, juste avant que nous perdions Christiane, il a mentionné quelque chose à propos de cette bataille entre le matérialisme et la spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels, ayant une expérience humaine ici. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la pauvreté, ou que nous devons vivre démunis. Je ne crois pas que notre Créateur ait voulu cela pour nous. Je veux mettre en garde les gens contre la déformation du langage et la déformation de la propagande qui nous arrive sans cesse. L'une d'entre elles, toute cette histoire de Klaus Schwab, vous savez, qui montre ce jeune homme de 20 ans heureux. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. On dirait qu'il est complètement drogué, vous ne trouvez pas? Eh bien, peut-être que ça fait partie du plan aussi. Vous savez, vous légalisez la marijuana et tout le monde peut être défoncé et heureux. Mais ce n'est pas vraiment là où nous voulons aller. Leur point de vue, ils vont même infiltrer le langage de la spiritualité et le déformer pour que nous pensions que quelque chose sonne bien. Vous ne posséderez rien et serez heureux. Vous pourrez toujours être un merveilleux être spirituel connecté à Dieu. Vous n'avez pas besoin de posséder quoi que ce soit. Nous prendrons soin de vous.
Tout comme ils ont abattardi notre langage avec la pandémie, avec les cas, avec le mot vaccin, tous ces mots, la durabilité. La seule chose qui est durable, c'est leur richesse. Elle ne l'est pas pour nous. Tous ces mots progressifs, qui signifiaient autrefois une avancée, non, plus maintenant. Cela signifie régression de la pensée. Donc nous devons faire très attention à ne pas laisser leur langage commencer à façonner ce qui est spirituel pour nous. Et les connexions humaines dont nous avons besoin, nous sommes des créatures sociales. Les moments de plaisir dont nous avons besoin, avoir des dîners ensemble, avoir des fêtes ensemble, le divertissement, tout cela est nécessaire pour nous. Nous pouvons avoir tout cela. Je pense que l'idée de Leslie de le rendre local, extrêmement local, la production alimentaire locale, la guérison locale, l'échange local de tout ce que nous échangeons comme service et biens. Je pense que c'est une solution pour descendre au niveau local, là où nous créons, et sortons autant que possible de cette matrice particulière, parce qu'elle est dystopique et dysfonctionnelle. Merci Anna. Christiane est de retour. Voulez-vous continuer, Christiane? Nous pouvons reprendre là où vous vous étiez arrêté. On parle de spiritualité tout d'un coup, et je n'arrivais pas à y croire, parce que ce sont des avocats, et vous êtes un économiste, des gens rationnels. Tout d'un coup, nous sommes dans la spiritualité. S'il vous plaît, continuez si vous le voulez bien. Je suis désolé. Nous sommes ici au Costa Rica, avec une panne Internet complète dans toute la région, apparemment. Donc j'avais presque fini. Franchement, j'ai eu quelques battements de cœur parce que, normalement, je ne parle jamais de toutes ces choses. Mais c'est mon approche depuis 15 ans. J'ai compris lors de la première crise financière et la deuxième crise financière derrière la zone euro. Pour moi, c'était juste un signal d'alarme pour suivre le chemin spirituel et faire des méditations et aussi des expériences individuelles pendant mes méditations et ainsi de suite. Mais normalement, je n'en parle jamais en public. C'est presque la première fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit même pas de pouvoir. De pouvoir peut-être, mais il ne s'agit pas d'argent. Par exemple, presque tous les garçons de 12 ans en Allemagne jouent à Fortnite, qui est un jeu de guerre, tous contre tous. Il y a juste un survivant sur 100. Il doit apprendre à tuer. Ce type de jeu vidéo, de jeu militaire, de jeu de tueur est utilisé par l'armée américaine depuis des décennies avant que les soldats doivent tuer d'autres personnes. Par exemple, avant la première guerre d'Irak, ils ont utilisé exactement ce genre de jeu. C'est pour déshumaniser les jeunes hommes, pour leur enlever toute empathie. Ce n'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de déshumanisation. C'est mon message central. Je pense que c'est vraiment ce que Leslie a dit. C'est juste le mal. Non, Patrick a dit que c'était juste le mal. Il n'y a pas d'explication innocente, comme Leslie l'a dit. C'est juste... Il n'y a pas d'explication innocente. C'est juste le mal. Peu importe comment vous l'appelez. Il s'agit de Méphisto. Méphistophéles. Ce que je vois aussi, c'est une énorme augmentation des conflits nationaux et internationaux. Je pense qu'il y aura d'énormes conflits. Pas à propos de l'augmentation de la concurrence, de la lutte pour les parts de marché. Méphisto est l'esprit de la guerre. Il veut détruire et il veut créer le chaos dans une agitation sociale. Il veut que les pouvoirs militaires règnent. Il veut éliminer la liberté. Ces pouvoirs veulent nous déshumaniser. Je pense que
C'est la vraie bataille même derrière les grands acteurs comme Bill Gates ou autres. Ces pouvoirs, ils ont un combat dans notre cœur, dans notre poitrine, c'est nous à travers lesquels ils veulent agir. C'est nous en tant qu'humains, qui devons décider de quel côté nous sommes. Ce ne sont donc jamais ces puissants elles-mêmes qui exercent réellement le pouvoir, mais c'est toujours à travers les hommes, à travers les humains. Elles doivent agir à travers les humains. Ça, c'est le pouvoir de notre cœur, de notre esprit. À mon avis, pour les solutions, de quoi avons-nous besoin? De la conscience et de la conscience. Les gens doivent juste se réveiller. Ils sont juste profondément endormis. Mais comment y parvenir? Bien, nous avons besoin d'une presse libre. Nous n'avons pas de presse libre. Nous avons une liberté d'expression réduite. Nous n'avons pas de liberté d'expression. Nous avons besoin d'une science libre. Leslie nous l'a dit. Nous avons besoin de démocratie au lieu d'un monopole de partis politiques, qui sont tous corrompus par d'énormes transferts d'argent de ces milliardaires. Nous devons donc, bien sûr, éliminer les lobbyismes. Nous avons besoin d'écoles libres, d'universités, pas financées par des fondations ou des milliardaires. Et bien sûr, par des médias contrôlés par des milliardaires. Pas des médias contrôlés par l'État. C'est tout simplement impossible. Il est tout simplement impossible de mettre tous les pouvoirs médiatiques entre les mains d'un très petit nombre d'acteurs qui ont tous d'énormes incitations à activer la peur, à produire de la peur, à nous faire peur. Ce dont nous aurons besoin au cours des prochains mois, des prochaines années, probablement, nous aurons besoin de vertus anciennes. Le courage, le pouvoir, la sincérité, l'honnêteté, la compassion. Cela peut être développé par un ancrage spirituel. D'où vient vraiment la santé? De la paix intérieure, de la reconnaissance de soi. Donc, nous devrions aussi nous préparer à cette bataille. Je ne pense pas qu'elle soit terminée, même si maintenant Omicron est terminé. Je pense que les prochaines versions vont surgir. Je pense que cette bataille n'est pas encore terminée. Si nous traversons une dépression financière vraiment importante, ou même une guerre, nous aurons besoin d'encore plus de force intérieure, donc d'une sorte de méditation, une sorte d'approche spirituelle pour nous renforcer dans nos cœurs et nos esprits. Où se trouve la force intérieure? Il faut se connaître soi-même, c'est très difficile, parce que nous nous mentons assez souvent à nous-mêmes. Ou nous prétendons faire des choses pour de bons motifs et en réalité, ils ne sont pas bons. C'est un chemin difficile, un chemin de transformation. C'est un chemin difficile. Mais alors, nous pouvons sentir qu'en nous avons un tel pouvoir. Vous pouvez l'appeler pouvoir divin, vous pouvez l'appeler pouvoir spirituel ou autre. Mais si vous faites de l'exercice et de la méditation, et que vous suivez ce chemin de la connaissance intérieure, vous ressentez l'énorme pouvoir qui est en nous, en chacun de nous. Pour trouver le divin en nous, qui est issu de l'équilibre intérieur, de l'ancrage et de l'immersion, donc je pense que c'est vraiment à propos de ces questions spirituelles. Au bout du compte, ce n'est pas une question d'argent, c'est peut-être une question de pouvoir. Contrôler l'argent et dominer le monde. Oui, je pense qu'il pourrait y avoir d'énormes conflits entre la Chine, les États-Unis et peut-être la Russie. Ce sont des forts nationalismes. Je pense qu'ils verront leurs grands conflits. Mais au bout du compte, il s'agit de notre dignité, de la dignité des êtres humains. Et cette dignité, vous ne pouvez, je pense, vraiment l'apprécier que si vous voyez quelque chose d'éternel dans chaque individu, en vous, mais aussi dans les arbres et les oiseaux. Si vous voyez ces choses à l'intérieur de vous, alors la dignité en découlera et nous traiterons vraiment les animaux et la nature d'une manière vraiment humaine. Je pense qu'en fin de compte, ce sont leurs pouvoirs qui se cachent derrière. Et même derrière ces familles apparemment toutes puissantes. Les milliardaires tout-puissants,
Je pense qu'il y a des forces en eux. Il y a des forces spirituelles qui se battent dans leur poitrine et dans leur cœur. Merci. Merci beaucoup, Christian. C'est très surprenant d'entendre cela de la part d'un ancien banquier d'affaires et un professeur d'économie. Mais il semble que tout le monde soit d'accord avec vous. Le plus important, c'est que vous avez fait du bon travail. La chose la plus importante est que l'autre côté est d'accord avec ça aussi. Ils le savent. Ils savent que nous avons ces pouvoirs et qu'ils n'y ont pas accès. Pour illustrer cela, nous avons trouvé la vidéo que vous avez mentionnée, Leslie, et nous allons la passer maintenant, pour que nous puissions tous voir que c'est ce qu'ils combattent. C'est ce que nous devons protéger. To basically hack human beings. There is a lot of talk about hacking computers, hacking smartphones, hacking bank accounts, but the big story of our era is the ability to hack human beings. And by this I mean that if you have enough data and you have enough computing power, you can understand people better than they understand themselves, and then you can manipulate them in ways which were previously impossible. And in such a situation, the old democratic system stopped functioning. We need to reinvent democracy for this new era in which humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. We need to come to terms with the fact that, but again, this is where philosophy meets computer science. Je m'aventurerais à dire que c'est à ça que ressemble le vrai mal. C'est juste que je suis surpris de l'entendre de la part de quelqu'un d'Israël. Vous savez ce que cette image me rappelle? Elle me rappelle la banalité du mal. Elle me rappelle de vieilles images de l'après-guerre. Quand les Israéliens avaient attrapé, je crois qu'il s'appelait Eichmann, et l'avaient jugé en Israël. Du mal pur, mais aussi de la banalité du mal. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Christian. Mais je ne savais pas à quel point c'était vrai. Je ne savais pas. Je n'ai rien à ajouter à cela. Nous devons nous protéger. Nous devons trouver cette spiritualité en chacun de nous et nous connecter les uns aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Oui, Leslie? Nous pouvons tous regarder ce qui se passe au Canada. Je pense que c'est un exemple fantastique, parce que 80% des camionneurs au Canada ont fait l'injection. Pourtant, des dizaines de milliers d'entre eux se sont manifestés, et ils venaient de tous les horizons. Il y a des gens qui sont des Américains, et Sikhs, et Blancs, Européens, et vous savez, juste un énorme mélange de gens. Et ils dansent dans la rue, ils nettoient les crimes, ils nourrissent les sans-abri, ils sont en train de célébrer la liberté et la joie, et de se rassembler joyeusement. Je pense que ce qu'ils font montre exactement ce qui est notre droit de naissance, et ce que les humains devraient faire, et comment nous pouvons et devrions vivre. Virginie? Désolée, Anna. Merci de m'avoir confondue avec Virginie. Quel compliment. Alors, je voulais dire une phrase souvent répétée, que j'ai entendue au fil des ans, et qui est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Il faut donc que cela commence par nous. C'est ce que nous faisons ici. Nous sommes le changement que nous voulons voir. Merci. Maintenant, je suis désolée. Dexter, allez-y. Merci beaucoup, professeur Chris. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Je dois dire que lorsque vous avez commencé à parler de spiritualité, c'était vraiment un virage que je n'avais pas prévu. Cependant, je tiens à mentionner la chose suivante. Lorsque nous étions en train d'assembler ce grand jury, nous avons trouvé un slogan, et je vais vous lire un slogan qui se trouve dans notre déclaration aux médias. Il dit « Renforcer la conscience publique par le biais de la loi naturelle. L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous. » Donc, votre témoignage que vous avez donné sous l'angle de la spiritualité coïncide définitivement avec ce que nous sommes en train de faire, ce que fait le grand jury. Donc, merci beaucoup de l'avoir apporté en mettant l'accent sur le fait qu'il y a une confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Merci pour votre témoignage, professeur. Oui, merci. L'injustice pour l'un et l'injustice pour tous. Nous pouvons voir la réaction appropriée à cette formulation au Canada. Les camionneurs et les gens qui les nourrissent, qui leur donnent de l'essence, qui les soutiennent. Voilà ce qu'est l'humanité. Ils ne savent rien de tout cela. Peut-être devrions-nous terminer cette session sur cette note. Je suis très reconnaissant pour votre présence à tous. Je suis particulièrement reconnaissant à Dipali de se joindre à nous, car je sais qu'il est très tard en Inde. Je suis également très reconnaissant au juge Rui de Castro d'être resté avec nous aussi longtemps. Mais il va devoir résumer tout cela. Je pense qu'il appréciera. Merci beaucoup, Christiane. Merci Leslie, Bjorn, Virginie, Patrick, Dexter et Anna. Merci beaucoup, beaucoup. C'était particulièrement important. C'était un honneur, Rainer, et vous tous, d'être avec vous. Et vice-versa.